Après-midi en 3 temps. Premier temps, la table ronde. La table ronde, sa vocation, c'est en quelque sorte d'assurer la transition entre les apports qui étaient plutôt conceptuels de la matinée et le deuxième temps de l'après-midi qui seront les ateliers, là très opérationnels. Troisième temps, ce sera la remise du prix de l'innovation pédagogique. Pour la table ronde, eh bien, j'appelle Fabrice d'Almeida qui nous a fait le plaisir d'accepter d'animer cette table ronde. Je crois qu'il est en forme, donc ça devrait bien se passer. Auprès de lui, Jean-Luc Berthier, que vous connaissez déjà, Martin Chatagnon. Martin Chatagnon est le directeur adjoint de Saint-Denis International School. Voilà, il nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Thierry Curial. Laetitia ? Ah non. Pardon, il y a une erreur dans mon truc. Là. Oui, il y a une erreur. Bon, voilà. Georges Lefebvre, qui est ici. Là, il y a Christine, normalement. Georges Lefebvre est le président de la Fondation pour l'enfance. Il est aussi le délégué général du groupe La Poste. Et j'ai le plaisir de l'accueillir à ce double titre, car en tant que délégué général du groupe La Poste, il soutient notre institution. Stéphanie Osmond. Qui est juste à côté. Que voilà, Stéphanie Osmond qui est la déléguée générale de l'Envol, le campus de la Banque Postale, et Christine Vaufray qui est la créatrice et l'animatrice du collectif MOOC et compagnie. Fabrice, c'est à vous. Bien, on vous a présenté les intervenants. Vous avez compris que l'idée ici était d'être un peu plus pratique et éventuellement de prendre des exemples un peu différents, sortant parfois du cadre scolaire, pour montrer des pratiques possibles en liaison soit avec les neurosciences, soit avec le numérique. Pour lancer un petit peu cette table ronde qu'on a imaginée un peu en 3 temps, un premier temps peut-être le plus court autour des questions de mémoire, encore que ça puisse permettre d'ouvrir sur énormément de questions. Un deuxième temps autour des questions d'évaluation, peut-être de notation, on verra comment nos intervenants vont se saisir de cette optique. Et puis une troisième réflexion sur les pédagogies collaboratives, les manières de transmettre, aussi bien chez nous éventuellement qu'à l'international. Donc pour commencer cette première partie et essayer de voir comment les neurosciences peuvent percevoir aujourd'hui la mémoire, sa structure, comment est-ce qu'on peut, quand on est chercheur, penser... Il faut que je bouge mon... Ah, qui est-ce qui s'en occupe? C'est vous ou c'est moi? C'est moi. Parce que je ne suis pas très doué en informatique, vous l'avez compris? Et surtout sur PC, parce que je ne voudrais pas dire, mais c'est un poison PC. On aura compris que je travaille pour une autre entreprise. Donc, voilà. Donc, un passage... Mets pause. Parce qu'on n'a pas encore lancé. Donc, on a demandé à un chercheur à l'Institut Pasteur d'essayer de nous préciser, enfin, ou plutôt on a repris un document de l'Institut Pasteur où Pierre-Marie Liédot explique comment les neurosciences peuvent percevoir la mémoire en fonction des apprentissages. Donc, c'était une manière un petit peu de nouer cette question avant de commencer à poser une question plus concrète à nos intervenants. Il est intéressant de voir aujourd'hui que les neurosciences permettent de revisiter le modèle ancien hérité des Grecs sur les méthodes de l'éducation, à savoir qu'aujourd'hui, cette relation entre l'enseignant que l'on place au centre d'une arène et les apprenants passifs tout autour de cet enseignant, eh bien cette relation est un peu obsolète parce qu'aujourd'hui, les sciences modernes du cerveau, les sciences cognitives, les neurosciences en règle générale, nous montrent que ce cerveau doit être en interaction, doit être éveillé, motivé, concentré. Et donc aujourd'hui, on voit bien l'intérêt des échanges entre apprenants, entre enseignants, et tout cela parce que les neurosciences ont découvert quelques clés qui permettent de stimuler ce cerveau adulte. Aujourd'hui, on sait évidemment, au moins depuis les années 50, que toute forme d'apprentissage doit laisser des traces dans le cerveau et donc passer par un support mnésique. Depuis les travaux de Pavlov, on sait qu'il existe des traces dans les circuits
qui fonctionnent comme des boucles d'association. Alors, dans un premier temps, on peut être passif et associer de façon presque involontaire des différentes informations que notre cerveau reçoit. Aujourd'hui, évidemment, on est sorti de ce courant des behavioristes, c'est-à-dire qu'on sait que ce cerveau, non seulement est capable de façon innée d'associer des stimulations ensemble, mais qu'il est aussi capable de donner du sens. Et donc là, on rentre dans le domaine du cognitif, c'est-à-dire de la connaissance, de la conscience. Et on s'est aperçu, évidemment, que pour que cette mémoire puisse fonctionner, eh bien, le type d'apprentissage doit être espacé, c'est-à-dire qu'il faut répéter. Il faut répéter et dormir, puisqu'on sait également que le rêve est là pour consolider la trace que l'on a acquise durant l'apprentissage. Donc, pour une bonne mémoire, il faut aussi donc, répéter et dormir. Jean-Luc Berthier, je vais commencer par vous. Vous avez travaillé notamment à l'Éducation nationale, vous avez suivi un peu cette formation. Dormir, ça, je sais faire. Mais est-ce que vous avez l'impression que notre pratique dans l'Éducation nationale est cohérente par rapport à cet apport des neurosciences? Et est-ce que, d'ailleurs, vous partagez la vision que l'IEDO peut proposer de ce qui est important pour mémoriser, donner du sens et progresser? Juste, je dis pour le public, hein, on s'est donné comme règle entre nous de faire des prises de parole en gros de 3, 4, 5 minutes, de manière à ce que ça puisse tourner. Et voilà, donc c'est un... Si vous voulez, le rythme qui est imposé par la plupart des enseignants et les contraintes volumiques qui sont imposées par le cadre des programmes, il est clair que ce n'est pas compatible avec le fonctionnement d'un cerveau moyen. C'est-à-dire que, comme le disait M. Liedo, il faut respecter deux règles. La première est celle de la reprise. Je disais de manière extrêmement rapide ce matin qu'il faut entre 3 et 6 reprises d'un même item. Pas forcément de la répétition type perroquet, mais de la reprise pour créer du lien, pour renforcer. C'est biologique, c'est une nécessité biologique. Et il est impératif de le faire. Or, l'ampleur des programmes est telle qu'on pratique ce qu'on appelle la pédagogie du petit train. On fait le wagon, le chapitre, et un autre, et un suivant, et on ne revient pas. Enfin, les exemples sont multiples à cet égard. Donc, on surfe, l'élève surfe. Et donc, au bout de 2 mois, de 3 mois et l'année d'après, il n'a qu'un souvenir très, très labile, très faible. Mais quand on y revient l'année d'après, justement, parce qu'une bonne partie de notre enseignement a un peu une dimension incrémentale, c'est-à-dire qu'il y a des notions qu'on voit tout petit. Quand on est à l'école, l'histoire, pour prendre la discipline qui est la mienne, c'est 1 ou 2 petites histoires. Oui. Et puis ensuite, ça devient des systèmes politiques. Et puis ensuite, il y a du social. Et puis, est-ce que ça marche, ça, ou pas? Si vous voulez, on peut comprendre ce qu'on appelle le mécanisme spiralaire, c'est-à-dire qu'au hasard des choses, on peut revoir en mathématiques quelque chose qu'on a un petit peu vu, etc. Bien sûr que c'est intéressant, cette réactivation, mais c'est de la réactivation aléatoire. Ce qu'il est nécessaire pour bien ancrer une notion, pour bien apprendre des mots, des expressions d'une langue étrangère, etc., c'est d'y revenir avec une stratégie de space learning, c'est-à-dire d'espacement dans le temps pertinente. Et c'est si vous voulez, la bonne rétention dans le temps, c'est lorsque la reprise se fait avec des intervalles expansés, de plus en plus grands, etc. Donc c'est toute une stratégie. Alors vous allez me dire, mais comment faire? Et c'est ce que disent toujours les enseignants. Et alors, pratiquement, je fais comment? Eh bien, c'est très compliqué. Mais il faut essayer d'imaginer des stratégies de compromis qui évitent de ne voir les choses qu'1 ou 2 fois ou au hasard, et qui soient compatibles avec les contraintes du temps, du programme, etc. Parce que quand on fait des expériences j'essaye d'apprendre ces 600 mots d'anglais en tant de temps, on s'aperçoit que si on respecte le fonctionnement normal du cerveau, au bout de 3 semaines, 1 mois, il explose, il ne peut pas. Donc il faut revoir les volumes des programmes. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il faut modifier les habitudes, mettre en place des stratégies de reprise dans le temps pertinentes. Et là où j'insistais ce matin, c'est que c'est pas identique pour chaque cerveau, parce que ce qui est besoin de reprendre pour l'un, c'est pas la même que pour l'autre. Donc il faut particulariser les parcours. C'est là où l'outil numérique va être précieux. Est-ce que je peux vous arrêter là-dessus 2 secondes, parce qu'il se trouve que vous avez dit expérience collaborative, envoyez-moi des questions par Internet. Je voudrais pas dire, mais si ça se passe comme ça à l'école, ça doit pas très bien marcher, hein, l'interaction. Parce que j'ai reçu par Internet une question. J'y reviendrai, puisqu'elle concerne plutôt la 3e partie de notre propos. En revanche, en traditionnel,
Bien, il y a Anne-Lise de CIGI qui est venue me voir, qui m'a dit « Bonjour, voilà, j'ai une question ». Et justement, cette question qu'elle m'a posée, la première question qu'elle m'a posée, elle m'a dit « Mais au fond, est-ce que, à travers l'approche des neurosciences et la pédagogie que vous préconisez, est-ce que ça permettrait de spécifier des apprentissages pour des élèves en difficulté, pour des élèves éventuellement en refus d'apprentissage, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et puis elle me dit, et puis l'autre versant, c'est-à-dire l'élève précoce, celui qui en veut plus, qui en demande plus, comment est-ce qu'on peut faire justement quand on est prof et quand on est un système comme l'éducation nationale, pour tenir ces extrêmes? Évidemment, c'est très compliqué. C'est la problématique de la différenciation. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'y retrouve, il faut qu'il y ait un tronc commun, un petit peu un passage obligé. Et le drame, si vous voulez, et je vous en parle en connaissance de cause, j'ai dirigé des établissements dans des zones extrêmement difficiles où 50-70% des élèves étaient déjà en échec scolaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une base sémantique qui leur permettait de comprendre, de communiquer, de s'exprimer. Ils n'avaient même pas ça. Donc ces reprises un peu systématiques ont priorité pour eux, en priorité ces mécanismes-là. Et plus ils savent de choses comme ça, des briques élémentaires, plus ils comprennent, plus ils se sentent plutôt valorisés, plus ils ont envie de continuer. On est dans une spirale positive. Alors qu'on est trop dans un système où on va tellement vite que on le sait que le clivage il se fait au milieu du cursus collège, que c'est au niveau de la 4e où certains vont être mis au pied du mur parce qu'ils n'arriveront pas, et en plus comme le flux augmente géométriquement, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que ces élèves-là, ils aient les outils d'être accompagnés. Or, comme l'accompagnement dans le cadre d'une classe, c'est pas possible pour un enseignant avec 25 élèves malgré toute sa bonne volonté, il faut qu'on ait un recours aux outils numériques, aux logiciels de réapprentissage individualisés pour éviter à ces élèves de décrocher. Les autres, eh bien justement, si on a une banque sur ces logiciels suffisante pour leur permettre d'aller plus loin, mais qu'ils aillent plus loin et ils s'y retrouveront. Donc tout le monde sera performant. Probablement que les bons deviendront meilleurs, que les meilleurs deviendront excellents, c'est inévitable, mais il faut absolument, et c'est ce que je plaide, il faut absolument éviter qu'une proportion importante des enfants défavorisés en termes de culture, etc., soit mis au pied du mur et soit évacués du système trop tôt. D'accord. Martin Chatagnon, je vous ai vu réagir, et notamment, il faut dire que vous travaillez à Saint-Denis International School, collège et lycée privé. Quand vous entendez un propos comme celui de Jean-Luc Berthier, est-ce que vous avez l'impression que dans une institution comme la vôtre, le poids des programmes, il est aussi pénible? Est-ce que vous avez l'impression que l'organisation des enseignements peut être un peu plus susceptible de répondre aux impératifs des différents groupes d'apprentissage possibles? Oui, bonjour. Je vais bien me présenter, voir mon parcours. Moi, je suis enseignant d'anglais, donc je vais parler un petit peu, donner des exemples sur les langues. J'ai aussi un parcours, donc une partie direction du lycée et de l'international, et une formation de coach. Voilà. Donc, en termes d'éducation, ça me permet d'avoir une relation aux élèves, aux enseignants un peu différente. J'enseigne également dans l'enseignement privé. Donc on est sous contrat avec l'État, mais il y a quand même peut-être des différences. Moi, je vais parler de mon expérience. C'est peut-être pas toute l'éducation nationale. C'était le but. Le but, c'est d'être pratique et d'avoir des cas. Il y a le directeur de l'enseignement catholique qui a lancé un grand thème d'études et de réflexion pour les années à venir qui s'appelle « Réenchanter l'école ». Et pour moi, je vais vous partager ça. Si on réenchante l'école, c'est qu'on a perdu un enchantement, si vous voulez. Et tout l'enjeu pour moi des neurosciences, des nouvelles technologies, etc., c'est de trouver un moyen auprès des jeunes qui nous sont confiés. Moi, je suis un passionné d'éducation, de pédagogie. Comment je vais faire en sorte de garder cette flamme du jeune? Moi, mon postulat de départ, c'est que tout jeune, il a envie de réussir. J'entendais monsieur qui disait, même dans des quartiers difficiles, le jeune, a priori, il n'a pas envie d'être en échec scolaire. Il est mal à l'aise, etc. Donc, c'est de retrouver comment rallumer cette flamme. Voilà. Moi, ce que je peux vous partager comme expérience, c'est que ce qui m'anime, et depuis plusieurs années, de toute façon, il y a un constat qui est fait par les profs, et je pense que mes collègues ici doivent voir la même chose, c'est qu'on ne peut pas ne pas changer. On peut toujours regretter, etc. Les jeunes ont changé, les postures ont changé, notamment les jeunes disent des choses maintenant. S'ils s'ennuient, ils vont dire « je m'ennuie ». Voilà. Ou avec d'autres termes un peu plus imagés. Voilà. Et donc, il me semble, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que c'est un bon moment pour engager des changements, puisqu'il y a un pragmatisme à avoir. Beaucoup de profs se sentent soit dépassés, soit voient qu'ils arrivent à une limite de compétences, et ils vont devoir changer.
Un axe important pour moi, c'est la mise en mouvement. C'est-à-dire que, alors je suis d'accord avec ce que j'ai entendu ce matin, de trouver des moyens pédagogiques, etc. Un point essentiel pour moi, c'est l'humain, et notamment le relationnel avec les jeunes. C'est pour ça, dans plein de projets de l'école, moi je suis aussi prof de karaté, par exemple, chaque semaine j'assure un cours de karaté, un soir par semaine, et je vois des jeunes de toutes les classes, notamment des jeunes avec qui je peux avoir des difficultés en classe. Je lui dis, tiens, viens au dojo ce soir. Voilà. Et puis on a une relation un peu différente. Je dis, voilà, maintenant on va faire coup de pied, coup de poing, tape le prof. Il a l'occasion de taper son prof s'il est énervé. Voilà. Ouais. Pour vous imaginer, mais il y a des profs que j'encourage, il y en a qui s'occupent du rugby, du foot, du basket. Alors, c'est pourquoi je dis ça, c'est peut-être un des points centraux aussi, c'est que le prof fasse alliance avec le jeune et ensuite puisse créer les conditions en classe aussi, au niveau de l'écoute, au niveau de l'investissement, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je vais me tourner vers Christine Vaufray parce que, on a compris qu'il y a un implicite. Cet implicite, je pense, c'est d'avoir un certain nombre d'outils numériques qui permettent à la fois de pallier les difficultés de répétition. Vous vous occupez de fabriquer des MOOC. Est-ce que vous avez l'impression, d'abord, question, est-ce que vous vous étiez intéressé à la conception de la mémoire dans les neurosciences avant de vous y mettre? Et puis, question 2, en quoi vous avez l'impression que les MOOC répondraient mieux que moi ou Alain dans nos classes quand nous avons des questions? Est-ce que les MOOC répondraient mieux pour les enjeux de mémoire? Pour les enjeux de mémoire. Alors, d'une part, oui, bien sûr, je m'intéresse à la question de la mémorisation. Bien entendu, je suis avant tout formatrice, donc la mémorisation est au cœur de mes réflexions. Pas qu'elle, mais elle aussi. J'ai vu des choses, effectivement, sur les répétitions régulières, à intervalles réguliers, etc., pour améliorer la mémorisation, qui marche bien. Je connais aussi l'importance du sommeil pour mémoriser, même si quand un étudiant révise tout son cours du semestre, va dormir dessus, en espérant que le lendemain ce soit encore valable, je dis là, peut-être qu'il manque un petit quelque chose quand même. Vous savez, on a tous eu cette espèce d'utopie là. Je vais lire ça, je vais dormir, et puis peut-être que demain je saurai. C'est magique? Non, c'est pas magique. Il faut quand même travailler. La notion d'effort est absolument fondamentale. Non seulement les modes de présentation, mais redonner ce sens de l'effort qui nous fait grandir, de l'effort qui nous mène plus loin. Les jeunes, pas que les jeunes d'ailleurs, l'ont dans des tas de domaines, et on voit que quand ils sont passionnés par quelque chose, l'effort devient porteur. Ils ne rechignent pas à faire des efforts quand ils sont intéressés par la matière. Donc il faut aussi interroger la nature des savoirs que l'on cherche à transmettre. Parce que beaucoup disent « ça ne m'intéresse pas », comme disait Martin, en des termes plus fleuris, certes. Et si pour une fois on les prenait au sérieux quand ils disent « ça ne m'intéresse pas ». Un enfant, un jeune adolescent, par définition, a des difficultés à se projeter et à imaginer l'utilité des savoirs. Donc ça, c'est physiologique, c'est neurologique. Savoir pourquoi il est si important d'apprendre des choses en mathématiques, en physique, etc., ça saute pas aux yeux. Moi-même, je dois dire que j'ai eu du mal à trouver. Même si le temps passant quand même, bon voilà. Mais donc il y a tout un travail d'acculturation à faire. Après, les MOOC à l'école, c'est une question qui commence à se poser. Elle commence seulement. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans l'immense majorité des cas, c'est que les MOOC qui étaient mis à disposition du grand public sont suivis par des adultes qui ont plaisir à apprendre. Le plaisir à apprendre vient avec le temps. Vous connaissez tous l'énorme succès des universités du troisième âge, les universités libres, etc. Vous voyez des gens, des adultes faits qui viennent parce que eux ont retrouvé le plaisir d'apprendre. Ils savent que c'est ça qui les rend humains plus que mammifères, au-delà du mammifère. Hein, le plaisir d'apprendre est une composante de notre humanité. Les jeunes n'en sont pas tout à fait conscients parce qu'ils sont contraints. Depuis qu'ils sont rentrés à l'école, l'apprentissage est vécu comme une contrainte, même s'ils apprennent tous les jours.
Et très petit, on apprend énormément. Enfin, le nombre de mots de vocabulaire qui est intégré par un enfant de 1, 2, 3 ans, c'est phénoménal. À 5 ans, il a déjà une palette absolument invraisemblable. Donc, ils apprennent. Et ils apprennent là parce que ça les fait grandir. Ils ont envie de grandir. Après, le système scolaire, et on comprend parfaitement son utilité. On est sorti d'un système où n'apprenait que celui qui était nanti pour pouvoir apprendre, qui avait droit à des précepteurs, qui avait une famille bien dotée, etc. Il y a des décisions fondamentales qui ont été prises en France et dans le monde développé, disant tout le monde doit savoir lire et écrire. C'est quand même pas rien. Alors oui, il y a eu des effets de bord, il y a eu un phénomène d'industrialisation de la formation. Mais forcément, quand vous avez plusieurs millions ou dizaines de millions de jeunes à éduquer, il vous faut forcément rationaliser le système. Et c'est de ça dont on est en train de percevoir les limites aujourd'hui. Le MOOC, oui, ou le cours en ligne d'une manière générale, en classe, on est en train de l'expérimenter. Aujourd'hui même, il y a une personne d'Orange qui est dans un collège en zone éducative prioritaire à Valoris. Valoris, vous savez peut-être que c'est une ville dans laquelle Picasso a beaucoup travaillé. Il a fait de la céramique à Valoris. Et il se trouve que nous avons un MOOC sur Picasso qui est distribué sur Solerny. Donc un collège de Valoris qui nous a contactés en disant voilà, nous on est dans une ville qui a été très très investie par Picasso. On aimerait utiliser ce MOOC avec des élèves. Des élèves de 3e qui ne sont pas tous des grands fans de Picasso, de culture artistique, etc. et qui suivent ce MOOC en classe. Il y a plusieurs phénomènes intéressants. Les enseignants nous ont dit quand le MOOC commence, que les vidéos se mettent en route, il y a un silence d'une qualité absolument incroyable dans la classe. Les élèves participent aux activités, ils font les quiz. Et ils sont en autonomie dans la classe. Dispositif très intéressant, les séances sont faites en groupe, ils sont à 3 ou 4 par poste informatique, et ce sont tous les enseignants à tour de rôle qui s'occupent de ces séances. Ce n'est pas le professeur d'art plastique, ça peut être le prof de maths, ça peut être le prof d'anglais, donc il n'est pas associé à la matière, à la discipline qui est enseignée, il est là comme facilitateur, comme personne qui va accompagner les élèves dans l'utilisation de ce produit numérique. Et les élèves sont extrêmement intéressés. Et aujourd'hui, ils sont donc filmés, il va y avoir un retour d'expérience, on a préparé des questions. Les enseignants nous ont déjà dit que beaucoup leur avaient dit « Mais monsieur, madame, est-ce qu'on en aura d'autres? Est-ce qu'on pourra en avoir d'autres ?» C'est vraiment intéressant de travailler comme ça. Et il se trouve que l'année prochaine, dans le plan d'État pour la création de ressources numériques d'apprentissage, il y a une petite enveloppe qui est réservée aux établissements culturels pour créer des ressources d'apprentissage. Pourquoi pas développer des produits d'enseignement en ligne de ce type-là, maîtrisés par les enseignants, adaptés au programme scolaire, avec certes un vocabulaire, des concepts peut-être là aussi adaptés à l'âge des élèves. C'est pas antinomique avec l'école, hein. Mais en tout cas, on voit là qu'ils sont intéressés, qu'ils écoutent, qu'ils apprennent, qu'ils sont ravis des modalités de progression qui leur sont proposées. Alors oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas à le faire, hein? Rien du tout, autant y aller. C'est pour compléter, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et qui va nous permettre de commencer à parler de la deuxième étape à laquelle on avait songé dans cette table ronde. Dans les MOOC, il y a une partie enseignement, il y a une partie évaluation de ce qui a été retenu, qu'on fait généralement par questionnaire. On fait généralement même par questionnaire avec correction automatique par le logiciel. La question que je me pose, et que je vous pose, dans le cadre de l'expérience que vous avez, est-ce que, donc, à terme, puisque les élèves peuvent revoir le cours, normalement, au bout d'un moment, ils ont 100% de bonnes réponses. Donc, la question que je vous pose est la suivante. La notation joue un rôle à l'école. Est-ce que le MOOC ne dynamite pas le principe de la notation scolaire? Alors là, non.
Non, non, absolument pas. La question de l'évaluation, c'est vaste. Hein. En 2 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver. Ben enfin, essayons. D'accord. Les questionnaires, comme vous dites, c'est-à-dire les exercices autocorrectifs de type quiz, qui sont intégrés au MOOC, permettent à chacun de vérifier la mémorisation d'un certain nombre de points clés du cours. Voilà. Je n'irai pas plus loin que ça. Ces exercices autocorrectifs permettent de valider de la mémorisation à court terme d'un certain nombre de points clés du cours. On peut très largement améliorer le système. Il y a des MOOC qui se terminent par des épreuves qui sont de la validation de compétences. Et là, il ne s'agit pas du tout de questionnaires, mais d'épreuves élaborées qui se manifestent le plus souvent par l'élaboration de portfolios, c'est-à-dire d'une collection de réalisations et de preuves réalisées par chacun des apprenants qui se présentent à l'épreuve. Et ces portfolios sont validés à la fois par les pairs, sur la base d'une grille d'évaluation soigneusement préparée par les formateurs et revue, validée par les formateurs eux-mêmes pour éviter les biais qui peuvent exister même quand on a pris toutes les précautions possibles pour qu'il n'y en ait pas. Donc on peut parfaitement, sous forme de notes ou d'autres choses, faire de l'évaluation de compétences à partir d'un cours en ligne. Maintenant, on demande beaucoup à ces cours en ligne, on va valider des compétences, etc. Qu'est-ce qu'on valide le plus souvent dans le dispositif scolaire? C'est bien de la mémorisation, un petit peu de compréhension, un petit peu de résolution de problèmes à court terme. Donc, on peut mettre la barre plus haut pour les cours en ligne, bien sûr, et on s'y emploie. Mais n'oublions pas, ne déifions pas, si je puis dire, le présentiel qui, dès qu'on parle d'enseignement en ligne, apparaît comme une espèce d'idéal indépassable. Je suis désolée, entre nous, puisqu'on est entre adultes, là on est tous sortis de l'école, on s'est tous beaucoup ennuyés à l'école, un jour ou l'autre. Je ne dis pas tout le temps, mais on a eu des moments où on s'embêtait. Il y a eu des moments où c'était dur d'aller sur ces révisions, de préparer ses examens, etc. Puis il y a eu des moments où c'était extraordinaire, où il y avait une rencontre à la fois avec une personne qui transmettait du savoir, et puis avec une discipline, avec une matière, on s'est intéressé. C'est la même chose en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ferait mieux ? Et là, on revient à la singularité de chaque personne. Nous n'avons pas tous les mêmes inclinations, les mêmes envies, les mêmes dispositions, on n'a pas tous la même organisation, on n'apprend pas tous de la même façon. On retrouve la même chose dans les cours en ligne. Et Mathieu, ce matin, parlait du fait qu'il y avait 10% des personnes qui terminaient un MOOC. Et oui, dès qu'on laisse les gens entrer et sortir librement, on s'expose à quelques désillusions. Imaginez si dans un amphi, les gens pouvaient rentrer et sortir, arrêter le cours en plein milieu, faire autre chose, allumer la télé devant le prof, sans aucune conséquence pour cela. Là, on serait revenu, je dirais, à la racine de l'intérêt de la personne, en dehors de la contrainte du cadre et du contrat. Contraintes et contrats, qui est passé avec l'institution éducative. Dans le cas d'un MOOC, c'est la liberté. La liberté peut être très déstructurante. Et beaucoup de gens ne vont pas très loin dans les MOOC parce qu'ils ne sont pas suffisamment structurés. Et dans la vogue des cours qu'on appelle SPOC aujourd'hui, donc en petits groupes et avec du tutorat, c'est mettre de la contrainte, mais c'est mettre aussi de la structure. Et on voit aujourd'hui, j'ai sous les yeux là une diapo sur la classe inversée, que beaucoup de jeunes ne sont pas du tout demandeurs de classe inversée. Moi, je vois beaucoup plus les enseignants en avance sur ces points-là que les étudiants. Parce que travailler avant ou après le cours, ah bah non, attendez, vous êtes là pour quoi, monsieur, madame, vous êtes là pour nous transmettre la connaissance. Donc pourquoi je devrais commencer avant, pourquoi je devrais terminer après? Faites votre job et transmettez-moi la connaissance. Et ils ont ce discours-là, y compris les étudiants de Marcel Lebrun, dont on va parler là, j'imagine, qui nous exposaient ça publiquement en disant que les premières fois où il a fait de la classe inversée, ces étudiants, en physique en l'occurrence, avaient protesté, mais vigoureusement, en disant « mais alors on vient en cours, pourquoi ? Si c'est pas pour recevoir le savoir ».
C'est bien, on va discuter avec vous, on va faire des exercices, mais enfin, on peut faire ça de notre côté. C'est vous qui savez. Et donc, le défaut d'innovation ou le manque d'envie d'avancer, il est au moins aussi présent chez les apprenants que chez les enseignants. Donc, il ne faut pas dire qu'on est en retard, qu'on ne sait pas faire, etc. Et le prof qui parle tout seul au milieu de la classe, mais enfin, vous êtes à 75%. Tous les enseignants savent ce que c'est qu'un bon cours. Ben, c'est pas ça que vous appelez un bon cours, j'en suis persuadée. Moi, je le demande à chaque fois que je fais des formations de formateurs, et tous me disent, c'est quand il y a de l'interaction, etc., etc. Oui. Évaluation de l'enseignement. Je lui arrache le micro, c'est pas vrai ça. Non mais d'autant qu'en fait, ils ont tous envie de réagir sur l'évaluation. J'ai vu Georges Lefebvre réagir. Ces questions justement de notation dans l'éducation nationale, de la façon dont ça peut jouer un rôle justement de sélection sociale, puisque c'est quand même l'une des fonctions remplies malgré tout par l'éducation, il faut le dire. Les sociologues fonctionnalistes nous l'ont appris dès les années 50, nous sommes d'horribles sélectionneurs générationnels. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer cette question de la notation, de l'évaluation à partir de votre expérience ? Tout d'abord, ce que je vais dire, c'est que je ne suis pas du tout un professionnel. Et donc, excusez-moi si ma façon d'intervenir peut apparaître un peu comme le Huron de la salle, mais c'est ça vraiment le cas. Je vais d'abord réagir un peu comme en tant que chef d'entreprise, je vais dire. Parce que les questions d'évaluation, c'est une question importante. Et puis, sur ce que vous avez dit, madame, sur ce que j'appelle le e-learning, notamment en entreprise. On voit bien qu'il ne faut surtout pas vouloir opposer, je dirais, le cours présentiel et le e-learning. On ne peut pas, enfin, il n'y a pas un côté qui serait bon et l'autre mauvais, ou un qui serait archéo et l'autre qui serait moderne. Ils ne répondent pas à des mêmes objectifs. Et je pense que sur certains points, le e-learning est utile, notamment quand on s'adresse à des groupes importants et sur des sujets précis. Sinon, à mon sens, ça fait appel à un niveau je dirais, de réflexion personnelle, de structuration de la pensée qui est extrêmement exigeant. Confier un outil de e-learning à quelqu'un qui n'a pas la préparation personnelle pour le faire, c'est courir à l'échec à peu près assuré. Et donc d'une certaine façon, je trouve que ces outils-là ont une exigence vis-à-vis de celles et de ceux qui vont l'utiliser qui nécessite un préalable qu'il faut avoir examiné. Et donc en entreprise, moi c'est un vrai souci. J'y reviendrai sur les enfants parce que c'est un autre sujet. Sur l'évaluation, j'ai bien aimé le fait que l'évaluation, elle fait partie de la vie. En entreprise, elle est indispensable. Elle doit aussi être prise en compte au niveau de l'école et de l'apprentissage. Sinon, on prépare ensuite des chocs ou des difficultés à venir. Par contre, on le fait, et vous l'avez dit, sur la base de compétences ou de compétences acquises. Voilà, c'est pas la notation, en soi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse mesurer l'acquisition de compétences, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en entreprise, nous fonctionnons. Beaucoup plus que, bien sûr, une appréciation un peu des résultats atteints, mais ce qui est important, c'est plutôt les compétences détenues et comment on peut les valider. C'est un sujet qui est éminemment difficile. Alors, je dirais maintenant, avec ma casquette de président de la Fondation pour l'enfance, je dirais que mes préoccupations et nos préoccupations, elles se tournent d'abord vers les enfants en difficulté, les enfants qui sont dans des milieux familiaux difficiles ou qui sont en vraie difficulté. Et la problématique de l'apprentissage pour ces enfants, me semble-t-il, elle touche d'abord à une problématique de repère. Parce que vous vous adressez à des jeunes qui quelquefois n'ont aucun repère social, je dirais, a priori. Et donc, comment voulez-vous, si on n'est pas capable de leur donner au départ au moins un minimum de sens et de repères sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou apprendre à l'école, arriver à les intéresser au dispositif, et ça, pour nous, c'est vraiment une préoccupation qui est difficile, parce que si on n'est pas capable de leur donner un sens par rapport à leur situation qui peut être extrêmement difficile. C'est-à-dire ils n'ont personne, une fois sortis du milieu scolaire, pour les aider
Vous évoquiez le fait de pouvoir dormir, de pouvoir un peu revoir les choses. Il faut bien voir que dans un certain nombre de milieux, c'est des choses qui sont pratiquement impossibles pour l'enfant. Donc comment on peut prendre en compte cette vision des choses, cet a priori ou un peu cette absence d'un minimum de repères qui peut permettre de donner du sens à l'enseignement qu'on va leur donner. Et ça, voilà, pour moi, c'est une question. J'ai vraiment pas de réponse, mais on voit bien que certains jeunes, leur difficulté vient d'abord de là. Quand on arrive à trouver le sens, à les intéresser sur quelque chose, ils s'impliquent et ils peuvent s'investir autant que d'autres. On le voit bien en utilisant les outils numériques, par exemple. Les enfants des quartiers difficiles qui sont en situation extrêmement difficile, ils n'ont aucun mal avec les outils numériques. Ils sont capables les jeux, ouais. Comment ? Surtout les jeux. Oui, mais pas uniquement. Je taquine, non. Mais ça en fait partie. Et en même temps, c'est une source d'apprentissage, de toute façon. Or, ils sont capables d'appréhender, et ils sont parfaitement capables d'appréhender autre chose, mais comment faire en sorte qu'ils puissent s'ouvrir à cette connaissance qu'on veut leur donner ? Voilà, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse facilement. Et je voulais juste insister sur, parce qu'on a beaucoup parlé de l'éducation nationale, l'aspect familial est quand même leur famille, parce qu'aussi, heureusement, il reste des cellules familiales, peut jouer un rôle dans ce que vous évoquiez, notamment avec les nouveaux outils de la connaissance. Alors ça touche à une question qu'avait posée Annelise de Chigy, justement, sur le rôle des parents, la façon dont ils peuvent participer aux pédagogies actives ou collaboratives. On y reviendra, je pense, dans quelques minutes. Moi, je voulais juste demander à Alain Chatagnon, l'évaluation, ça sert à la mise en mouvement des élèves ou pas du tout ? Puisque c'est un de vos thèmes, justement. Tout à fait. Juste une chose avant, peut-être des pistes de réflexion pour mes collègues en semaine. Nous, ce qu'on a décidé dans toutes les matières à l'école, c'est que les élèves ont chaque matière pratiquement chaque jour. Par exemple, les cours d'anglais, moi, les classes que j'ai, on a anglais tous les jours. Tac, tac, tac. Donc c'est aussi une exigence pour les profs, parce que ça veut dire que l'emploi du temps est clairsemé sur toute la semaine. Et ça permet de... Je parlais en tant que professeur d'anglais. Il y a des programmes, par exemple, de comédie musicale. Donc, on a un programme pour des élèves qui font le lycée en 4 ans. Et dans le cadre du programme d'anglais, on travaille. Une partie du travail de l'anglais, c'est d'apprendre les chants. Donc ils arrivent en classe, à travers les tableaux interactifs, les écouteurs, etc. Je mets la chanson, les élèves arrivent en chantant. Voilà. C'est un moyen d'évaluation. Et ils vont être évalués sur la chanson qu'ils ont mémorisée. Donc il y a différents types. Après, quand il s'agit de mémorisation, par exemple de vocabulaire, de choses comme ça, moi ce que je leur propose, je dis voilà, l'exigence elle est là, il faut être exigeant. L'élève il a 0 en vocabulaire, je ne le lâcherai pas tant qu'il n'a pas appris son vocabulaire. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas au constat qu'il n'a pas 0, je pars du postulat qu'il peut y arriver. Et donc, après, c'est les sanctions. On va prendre les moyens, en tout cas, pour aider le jeune à dépasser ça. Et le deal que je passe avec eux, c'est tu as eu 0, je te réinterroge et je garde les meilleures notes. Voilà. Et pour beaucoup de jeunes, ça fonctionne assez bien. Donc, trouver des astuces pour essayer de ne pas s'arrêter au constat de ne pas réussir, mais d'aller un peu plus loin. D'accord. Juste Jean-Luc Berthier, 2 mots, parce que je sens que Stéphanie hausse mon bout. Je l'ai vu se préparer. Jean-Luc Berthier, vous, sur cette question d'évaluation. 2 mots sur ce que les sciences cognitives peuvent dire sur la question d'évaluation. Simplement 2 choses. C'est un traumatisme ou pas, déjà, note. Ah oui. Enfin, en tout cas, voilà, bon. Ça va répondre. La première. Je disais ce matin, si on fait une évaluation notée, que l'on prend en compte, on marque la note sur le cahier, le bulletin, etc. Si on la met trop près, si on fait l'évaluation trop près du moment de l'acquisition, on oublie qu'une partie de ce qui est sémantique va s'éteindre dans le temps. Bon, c'est sûr. Alors, quelle est la valeur réelle de cette note ? A contrario, s'il faut un certain nombre de reprises, d'exercices, d'entraînement pour acquérir quelque chose, alors laissons le temps de l'acquérir. C'est-à-dire qu'il faut différer la note bilan de ce qu'on pourrait appeler le test. Donc ça, c'est la première chose que les Sciences Co disent. La deuxième chose, c'est qu'il faut distinguer les tests d'étapes, de repères, du bilan. C'est-à-dire qu'un test, il faut arrêter de dire que c'est une évaluation. Un test est aussi une formidable opportunité d'apprendre. Elle a une vertu d'ancrage mnésique. Donc il convient de multiplier les petits tests et de faire un bilan
ultérieur qui, lui, se traduira par une note qui permettra d'avoir une représentation aussi juste que possible de l'acquis réel de l'élève. Et c'est cette note-là, cet ensemble de notes qui vont permettre des aides à l'orientation, etc., etc. Donc ça, c'est ce que les sciences cognitives ont à dire sur le problème de l'évaluation. Alors Stéphanie Haussmann, je vais vous donner la parole, mais juste pour rappeler, hein, vous vous occupez au sein de la Poste de soutenir une opération qui s'appelle l'Envol, qui aide des jeunes de quartiers en difficulté et qui les accompagne dans leur parcours, je crois, universitaire plus que scolaire. Alors effectivement, donc l'Envol, c'est un programme égalité des chances qui a été lancé par la Banque Postale en 2012. Donc je viens moi aussi du monde de l'entreprise et je découvre l'univers de l'éducation depuis un petit peu plus de 3 ans. Donc c'est pas mon univers à la base. L'Envol, en fait, c'est un programme égalité des chances qui accompagne des élèves qui sont issus de milieux modestes, qui viennent effectivement de quartiers difficiles, mais pas que, puisqu'on accompagne aussi des élèves qui viennent du rural, qui viennent de la France entière, y compris des DOM. Et on va les accompagner pendant les 3 années lycée et 3 années post-bac. Donc c'est vraiment un accompagnement sur la durée que l'on veut faire pour avoir le plus d'impact possible vis-à-vis de ces jeunes. Ce sont des jeunes qu'on va accompagner en dehors du temps scolaire. On vient en complément effectivement de ce que vous pouvez faire au quotidien, puisqu'ils restent dans leur lycée, dans leur famille. Et effectivement, nous, tout ce qu'on va leur proposer va venir le soir, le week-end, pendant les vacances scolaires, à travers des rassemblements nationaux qu'on va organiser. Donc en fonction s'ils sont en seconde, première, terminale ou dans le supérieur, ils vont se voir entre 1 et 2 fois par an. Et évidemment, les objectifs des temps vont évoluer pour que ce soit utile effectivement aux jeunes et que ça s'adapte à leurs besoins. Et entre ces temps de présentiel, où on va lancer des activités collectives, aussi bien des jeux, de l'ouverture culturelle, sur l'entreprise, on axe beaucoup sur le travail en collectif. Et après, qu'on va faire perdurer sur des temps virtuels, puisqu'on ne peut pas les avoir en permanence, on n'est pas sur un internat. Et donc, on va prolonger en fait tous ces bienfaits-là que l'on a créés en présentiel sur des temps virtuels. Comment vous les sélectionnez? Juste pour savoir, comment vous les sélectionnez? Parce qu'on était parti de cette notion d'évaluation, donc est-ce que ça joue un rôle dans la sélection que vous opérez? Alors, ça intervient en amont, c'est-à-dire que la sélection, elle est faite avec l'éducation nationale et puis avec des principaux et des proviseurs tels qu'ils sont dans la salle, puisque c'est eux qui nous remontent les dossiers de candidature. Et après, nous, on fait effectivement une sélection sur la base principalement de la motivation et sur le critère de bourse, bien évidemment aussi de l'élève et de sa famille. Après, on est vraiment sur un critère de motivation, aussi bien de l'élève que de la famille. C'est-à-dire ne rentre dans le dispositif qu'un élève qui a envie de s'engager sur le dispositif, parce qu'on a prévu un programme qui est complet, qui a été prévu en cohérence, un peu à 360 degrés. C'est pas je viens au campus d'intégration, mais par contre mon e-learning en anglais je le fais pas parce que c'est 1 heure par semaine et que bon j'ai autre chose à faire, je préfère faire les jeux vidéo. Ça c'est pas la philosophie, c'est je m'engage dans le dispositif, ma famille est ok et me soutient. Et par contre après je participe à tout. Avec pour nous l'enjeu ça va être effectivement de proposer un contenu pédagogique qui évolue dans le temps, qui soit suffisamment dynamique pour pas perdre cette motivation, puisqu'en virtuel, et puis on en parlait avec ceux qui travaillent sur les MOOC, etc., surtout à l'âge des lycéens, garder leur attention et faire en sorte qu'ils viennent toutes les semaines faire leur heure d'e-learning en anglais notamment. C'est pas toujours simple, même si ils en retirent des bénéfices sur du long terme, parce que on est vraiment axé sur la pratique de l'anglais à l'oral avec des professeurs en virtuel, etc. Tout le challenge, c'est vraiment de faire en sorte que ça leur soit vraiment utile et qu'ils en bénéficient à la fin. Donc effectivement, on fait des tests de positionnement au début pour voir où est-ce qu'ils en sont, pour faire des groupes de niveau. Et puis on fait effectivement un test un peu à la fin pour voir s'ils ont progressé, pour leur montrer surtout en fait leur progrès, parce que c'est surtout ça, au-delà de la note, je suis même pas sûre qu'on leur communique en tant que tel, mais c'est vraiment leur communiquer vraiment la progression et se rendre compte du chemin parcouru, parce que ça ils s'en rendent pas forcément compte, et donc j'estime que c'est plutôt à nous en tant qu'adultes de leur montrer qu'ils ont progressé et qu'ils puissent toucher du doigt le début et la fin, et en termes de confiance en soi je trouve que c'est un marqueur qui est très important. Et après, sur l'évaluation, là, plutôt pour nous, c'est-à-dire que c'est un programme qui est encore jeune, qui a 3 ans, donc en termes d'éducation, on a encore assez peu de recul. Mais en tout cas, chaque fois, on leur demande leur avis et qui nous aide en fait à challenger notre programme et notre contenu. Et ça, je trouve que c'est aussi une démarche qui est très intéressante. Ça nous oblige, nous, à nous challenger, à nous re-questionner. Et donc, c'est pas toujours très agréable de dire, là, on a bien fait, là, on a moins bien fait. C'est pas toujours très agréable. Mais c'est très important de recueillir vraiment leur avis
Du coup, ils se sentent participer au programme, ils se sentent vraiment impliqués, on les écoute réellement. Et donc, du coup, voilà, ça permet effectivement qu'on soit working progress et de faire quelque chose qui leur soit utile. On n'est pas là juste pour se faire plaisir, pour afficher un programme de mécénat, etc. On est là vraiment pour que ça leur soit utile, pour leur donner le plus de clés de réussite derrière, pour qu'ils puissent réussir leurs études supérieures et surtout devenir des citoyens de demain, parce que c'est quand même un peu ça, on est tous là, je pense, pour vraiment avoir des super citoyens de demain, c'est un peu l'avenir. Alors, vous avez parlé de citoyens de demain. Peut-être pour faire une transition vers la dernière partie de notre table ronde, il y a eu un petit film, un petit micro-trottoir qui a été organisé. Et donc, je vous propose de le regarder. Ça nous servira un petit peu de transition, sachant que j'avais une question pour savoir comment est-ce qu'on pouvait, mais c'était une blague, hein, je crois, évaluer les questions qu'on posait au cours d'une table ronde. Mais enfin, bon, passons. Je trouvais ça drôle, donc je voulais vous le mentionner. C'était Thomas Gresset. Il se reconnaîtra. Je ne sais pas qui est Thomas Gresset. Il se planque. Bon. Alors, le micro-trottoir sur l'école du futur. Alors pour moi, l'école du futur, c'est une école hyper connectée. Alors pour moi, l'école du futur, ce serait d'avoir des tables interactives avec des hologrammes projetés, et pouvoir contrôler les ordinateurs dans les airs. Voilà, pouvoir envoyer tout ce qu'on veut au tableau, juste avec des gestes. Qu'est-ce que tu imagines comme école? Tu sais, je sais pas, quand tu étais petit, tu rêvais, quand tu serais grande, d'être dans telle école et que ce soit comme ci, comme ça. C'est fou. L'école du futur, ça serait une école où on pourrait travailler la nuit, aller en cours la nuit, ça pourrait être génial. Ou alors, je sais pas, apprendre dans des endroits, avoir des cours dans des endroits un peu bizarres, pas bizarres, mais originaux. Du prof, juste du savoir qu'on partage ensemble. Bien, pour moi, l'école du futur, ce serait une école où les élèves auront autant de choses à apporter que les profs. C'est l'école à la maison directement. Pour moi, il y aura des sortes de mini-puces dans le cerveau implantées et on implémentera des programmes pour apporter des connaissances. Moi, je pense qu'avec le big data, qui est un des enjeux majeurs, et avec le fait que de plus en plus, on arrive de plus en plus à cibler chaque utilisateur, je pense qu'on sera capable de faire des cours en fait par rapport à la personne individuellement. Je pense que la plupart des cours seront sous la forme de MOOC, en fait, des cours gratuits en ligne. Je pense qu'on pourra se former sur absolument n'importe quoi, que toutes les informations seront disponibles gratuitement en ligne, si Internet existe toujours, ou une espèce de données en ligne. Je pense aussi que tous ces cours seront adaptés par rapport à nous, par rapport à nos goûts, par rapport à nos manières de penser. Pour moi, c'est une classe en réalité augmentée, où tout le monde serait en fait avec un espèce d'hologramme au sein d'une classe. Pourquoi pas l'école du futur, je sais pas, les cours à l'allemand ou les cours à la carte, on choisit planning et on reçoit, je sais pas, soit par hologramme, soit par audio, vidéo, le cours, on suit les cours à distance, on est tous connectés en même temps, voilà, pourquoi pas. C'est un beau programme, hein. Il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a évidemment, alors j'avais envie de demander à Christine Vaufray, parce que c'est un petit peu la techno du groupe, on va dire. L'école du futur, vous la voyez comme eux, avec énormément de présence du numérique, ou vous avez l'impression qu'il y a un horizon qui est très très lointain qu'ils ont décrit, et qu'il y a un horizon plus proche où il y aurait une combinaison un peu différente? Comment vous imaginez ça? Prof hologramme, ouais, si on peut choisir son prof comme ça, ouais. Plus sérieusement, je dirais que moi, ce que je retiens en écoutant ça, c'est que ces jeunes-là qui ne doivent pas être représentatifs de tous les jeunes. En tout cas, ils pointent quelque chose d'important, c'est on est tendu vers la fin et non pas vers les modalités. Quand on dit on apprend où on apprend quand on veut, la nuit, le jour, sur une île, etc., avec des tables, avec tout ça, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on va apprendre, quoi. Peu importe les modalités. Et donc, ce qui remet en cause, c'est l'espace-temps de l'apprentissage.
la classe, la durée, les heures, tout ça. Et donc, il trouve un espace de liberté à remettre en cause ça. Donc, être plus centré sur l'objectif, ce que je dois apprendre, ce que je veux apprendre, ce qui est bon pour moi. Il parle aussi beaucoup de personnalisation. Et ça, je dirais, quelque part, on est déjà un pied là-dedans, hein. Dans le scolaire, sans doute pas, pour les questions de massivité évoquées tout à l'heure, mais dans la formation professionnelle, déjà pas mal, hein. On peut faire des reprises d'études, on peut travailler depuis chez soi, on peut prendre des cours un par un ou en bloc, faire des cursus ou faire de la spécialité. Il y a maintenant des écoles, notamment en informatique, telles que Saint-Plon et puis l'école de Niel, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, où il n'y a plus de cours. Moi, je connais aussi des tas d'enseignements professionnels où il n'y a pas de cours, où il n'y a que des workshops, que des ateliers, et c'est extrêmement efficace. Donc, on a le modèle scolaire en tête, mais il n'y a pas que ça. Il y a déjà plein de choses qui existent et dont on peut s'inspirer avec ou sans numérique. Alors, le numérique, tout le monde l'a dans la poche. Donc, on peut le considérer comme quelque chose de très facilitant, à condition qu'on y mette dedans des principes pédagogiques forts qui sont éprouvés, qu'on fait leurs preuves et qu'on puisse passer du bon cours d'aujourd'hui au cours dont on rêve demain. Alors justement, il y a une question qui me frappe. Je ne sais pas si je dois la poser à Jean-Luc Berthier ou à Alain Chatagnon, mais Martin Chatagnon, mais c'est une question de Thibaut Honnête que je trouve vachement bien. Il dit, est-ce qu'on a identifié les continents de connaissances qui sont en train de se constituer ? Et est-ce qu'au fond, notre monde académique est disposé à les accueillir et à les développer ? Lequel de vous deux se sent d'aborder les nouvelles connaissances ? Je vais prendre qu'un micro. Merci. Moi, ça m'évoque une chose, et pour moi, l'école de demain, ça sera... Enfin, je pense que ça sera une piste. C'est l'alliance avec les élèves que je vous dis tout à l'heure, mais de mettre les élèves acteurs dans l'établissement. Je vous parle d'une expérience assez courte que j'ai lancée à 5 ans dans mon établissement. Donc des élèves de seconde à terminale qu'on appelle les capitaines. Voilà. Donc c'est une quarantaine d'élèves volontaires à qui on laisse l'opportunité de rentrer vraiment dans l'organisation de l'école. Alors c'est un peu le bureau des élèves, si vous voulez. Mais c'est-à-dire c'est des élèves qui vont faire du tutorat aux plus jeunes, qui vont aller faire du volontariat entre midi et 2 auprès de l'école primaire, qui vont venir faire du karaté. Il y en a un qui est responsable du dojo avec moi. Donc quand je ne suis pas là, il range la salle, etc. Il accueille les jeunes. D'autres qui vont être responsables de faire venir des intervenants extérieurs. Une autre équipe qui organise un festival international des arts et des sciences. Donc on invite une douzaine de délégations étrangères. L'Afrique du Sud, la Palestine, la Finlande, les États-Unis, tout ce que vous voulez. Et c'est les jeunes qui intégralement mènent ça. C'est-à-dire qu'ils trouvent les sponsors, ils rédigent en différentes langues, ils vont au rendez-vous avec le conseil général, les mairies, etc. Et pour moi, pourquoi je vous partage ça, c'est qu'à travers ces projets-là, il y a deux catégories de jeunes. Il y a les jeunes qui n'aiment pas trop l'école et qui trouvent finalement un sens. Ils se disent, j'aime pas trop l'école, mais bon, moi je suis capable d'aller, j'ai un bon relationnel, je suis capable d'aller au rendez-vous, etc. Et finalement, qui arrivent à apprécier l'école par ce biais-là. Il y a le deuxième cas des jeunes qui sont super réussis, qui sont mieux à l'école, qui ont des très bonnes moyennes, et ça leur permet d'aller encore au-delà. Pour moi, c'est des nouveaux champs de compétences. Alors, je ne sais pas si c'est le monde de demain qu'on aura besoin, mais bien sûr qu'on a besoin de former des jeunes qui parlent des différentes langues, l'anglais, je prêche pour ma boutique, qui soient compétents dans plein de domaines, mais des jeunes qui soient dans le relationnel, capables de travailler en équipe, capables de mener des projets, capables d'être en contradiction aussi dans l'équipe, etc. Et capables de travailler aussi en alliance avec les enseignants. Voilà. C'est un des champs de compétences qu'on peut développer. Simplement, ça implique peut-être que et c'est tout un travail que je fais auprès de mes équipes, que les enseignants, les éducateurs, etc., s'enlèvent tout un tas de représentations. Bernadette parlait tout à l'heure de désapprendre, mais il y a tout un tas de craintes qu'on peut avoir, de perte de contrôle. Je finis avec ça. Ce week-end, je voyais avec ces 40 élèves, là, ils m'ont dit, monsieur, on n'a pas assez de temps pour se voir, il faut qu'on se voit. Je dis d'accord. Et c'est eux qui ont convenu, ils vont rester à l'école vendredi soir et partir de l'école à 15h samedi. Alors, au début, je leur disais, vous voulez pas juste partir le matin ? Il fait, non, monsieur, il faut qu'on ait du temps, on part à 15h samedi. Et donc le samedi matin, on va installer un sapin de Noël, une crèche dans l'école, des décorations de l'école, ils vont faire de la peinture, ils vont faire une restauration d'un bâtiment, etc.
ça vient des jeunes. Moi, je suis juste en posture d'accompagnateur. Maintenant, mon challenge, c'est de motiver mes collègues en disant « j'ai besoin de toi samedi matin ». Voilà. Mais les jeunes vont, j'allais dire, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé ça. Et je me dis que demain, ils auront encore fourni un chemin. Et je pense que les jeunes que je côtoie, l'énergie, elle est dans vos établissements également. Jean-Luc Berthier, bravo. Bravo. Jean-Luc Berthier, on a commencé à l'aborder, cette question des pédagogies collaboratives, que ce soit par les petits groupes, les workshops dont parlait Christine ou Martin qui parle de ces étudiants. Mais au fond, dans cette construction, vaste construction qu'on essaie de mettre en place pour aider les étudiants, pour aider les élèves, quelle place ont les familles ? Quelle place ont les parents ? C'est la question que vous a posée Georges Lefebvre et que je trouve importante. Y compris pour des familles en difficulté, comme le signalait Stéphanie Osmond. Je ne m'attendais pas trop à cette question. Je piège sinon. Hein. Mais même si j'ai une tonne de réflexion là-dessus, je ne sais pas si les sciences cognitives, puisque c'est un petit peu la raison de ma présence aujourd'hui, peut répondre. Aussi, hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la construction du savoir et de l'organisation des savoirs qui permettent elles-mêmes l'élaboration des compétences est quand même éminemment due au stock initial dont bénéficie l'enfant dès son plus jeune âge et qui va lui permettre d'accélérer à la fois ses processus et de multiplier les liens et les références qui vont lui permettre de comprendre et de gérer des situations de plus en plus complexes. Donc il y a une évidente, mais ça c'est bien connu, j'enfonce des portes ouvertes, détermination du parcours de l'élève en fonction de son origine. Et ensuite, il y a toujours cette question récurrente qui est dans la construction des compétences et dans l'apport des savoirs, quelle est la contribution de la famille. Et c'est vrai qu'on a jusqu'à présent eu un système qui ne faisait que renforcer les différences. C'est-à-dire que l'école a beaucoup compté sur la famille pour consolider, pour aider, pour parer à ce qui n'est pas fait, etc. Mais ce n'était pas le cas à ses débuts. Pardon ? À ses débuts, l'école, quand elle démarre, elle rompt avec les familles. Sous la Troisième République, c'était quand même ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, mais enfin n'empêche que jusqu'à ce qu'on ait fait la démocratisation de l'école, elle était quand même conçue essentiellement pour les enfants un peu de l'élite, et on a construit un système, on a construit des modalités pédagogiques qui étaient adaptées à cette élite-là. Et on n'arrive pas à s'en départir. C'est-à-dire depuis qu'on a démocratisé en multipliant par un facteur je ne sais combien le nombre des élèves à l'école, on a gardé grosso modo les mêmes modalités. Donc il faut peut-être renverser et donner à la famille un autre rôle de complémentarité dans le parcours de l'élève. Voilà. Alors on pourrait dire plein de choses, mais a priori, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que le développement de la compétence et la sélection des savoirs, elle doit quand même s'opérer au sein même de l'école. Voilà. Et alors là, excusez-moi, mais je reviens à la question précédente sur le périmètre des connaissances. Pour connaître un petit peu les gens qui configurent les programmes au niveau ministériel, oui, ils sont conscients des connaissances de l'avenir. Ça c'est clair, il y a une évolution du contenu des programmes qui est évidente. Par contre, là où il y a une défaillance, à mon avis, majeure, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de fléchage vraiment, de hiérarchie entre les essentiels qui permettent de construire les compétences. Si vous voulez, les connaissances sont apportées par les enseignants, en tout cas dans les cycles généraux, de façon un petit peu massive et non hiérarchisée. Donc tout le monde s'y perd. Le prof se croit obligé de tout faire apprendre. L'élève se dit mais alors il faut que j'apprenne tout mon chapitre, tous mes chapitres, etc., etc. Alors qu'en réalité, il manquerait peut-être la focalisation sur des essentiels, les savoirs essentiels, les éléments de compétences essentiels qui permettent de construire des compétences pour gérer des situations de plus en plus complexes, et puis un certain nombre d'éléments, on les laisse de côté, dont le fond, c'est pas forcément indispensable, ça sert simplement à passer à une strate supérieure. Et cette hiérarchisation des essentiels, sur lesquels on pourrait vraiment mettre le focus en se disant il faut vraiment qu'ils soient acquis par les élèves et tous les élèves, ça, ce n'est pas fait. En tout cas, c'est mal fait. Le fléchage n'est pas fait. Donc ça manque. Donc, pour résumer, la clairvoyance sur les connaissances de l'avenir, je crois que nos responsables en sont assez conscients.
Ah, il y a une évolution, et puis même les enseignants, parce que dans le fond, les enseignants, ils disent aussi un peu ce qu'ils ont envie de dire. Mais ce qui manque actuellement, c'est sur quoi convient-il de porter des efforts majeurs pour outiller les élèves en termes de contenu et de savoir-faire pour pouvoir franchir les étapes supérieures. Et s'il n'y a pas ce fléchage, on aboutit un peu à une petite catastrophe. Stéphanie Haussmann, vous aurez la parole, Georges, parce que je pense qu'on approche de la fin, là. Donc je vous donnerai la parole dans quelques minutes pour conclure. S'il y a des remords, d'ailleurs, il faudra que vous me fassiez signe pour faire une très très brève prise de parole, les autres. Mais Stéphanie Haussmann, vous nous avez signalé que dans votre opération, l'envol, vous avez du travail et que vous aviez du travail collaboratif. Donc comment est-ce que vous mettez ça en œuvre? Comment est-ce que ça fonctionne? Pour avoir un cas un peu pratique à soumettre à notre auditoire. Alors pour prendre un exemple, et je rebondis aussi sur ce que disait Martin tout à l'heure, c'est qu'on essaie beaucoup en fait de travailler sur des projets de groupe parce qu'effectivement ce sont des compétences qu'ils développent et qu'ils ont envie en fait de partager, même s'ils n'ont pas forcément toujours la méthode pour travailler en groupe, mais qui me semble essentiel parce que ça permet effectivement de fédérer un groupe, d'apprendre des uns des autres, de gérer le temps, enfin bon, toute une gestion de projet, et surtout ça permet de mettre en commun un certain nombre de compétences et ils s'en rendent pas forcément compte. C'est ça aussi qui est génial. Vous pouvez nous décrire un Alors exercice? un exemple donc de ça qui est venu d'une élève de première qui nous a dit mais il manque quelque chose à l'envol, il manque un hymne. On était ok, super, parce qu'effectivement les appels promo 2012-2013, on est assez classique. Et donc l'idée est venue d'une élève, et donc du coup, un événement, elle a proposé ça aux élèves de seconde, de se constituer en groupe et de travailler en fait de Noël à août suivant, parce que ça fait partie des rassemblements nationaux qu'on organise, qui se positionnent en groupe et qui travaillent ensemble pour créer l'hymne de l'envol. Et donc du coup, ils ont été accompagnés, effectivement on a été un accompagnant, et je rejoins tout à fait effectivement ce qu'expliquait Martin, où les adultes et les parrains bénévoles les ont accompagnés, mais ils ont créé leur propre hymne, ils ont trouvé une chanson, certains ont même écrit leur propre chanson, enfin la musique, tout le monde a écrit des paroles qu'ils avaient envie de transcrire et de transmettre. Ils ont tous travaillé en virtuel, puisqu'ils ne se voyaient pas, ils sont tous partout en France, donc qui a utilisé l'e-learning, qui a utilisé les vidéos chat, qui a utilisé Skype, mais ils ont utilisé un peu tous les moyens numériques dont ils avaient envie. Et ils ont réussi à travailler comme ça pour, en août suivant, nous proposer une représentation qui était juste sublimissime de leur propre texte, de leur propre musique. Et il y a eu l'élection effectivement de l'hymne de l'envol qui leur représentait. Et ils ont dépensé une énergie qui était juste fabuleuse. Et moi, ce que j'ai vraiment retenu de ça, c'est qu'ils ont tous des capacités, ils sont tous juste extraordinaires, et tous vos élèves le sont aussi. Du moment en fait où ils trouvent un projet où ils peuvent le travailler en commun, qui va les porter, et ils s'y mettent tous. Et au travers de cette hymne, on a pu travailler l'orthographe, on a pu travailler la grammaire aussi, on a pu travailler l'anglais parce que certains nous ont fait des chansons en anglais, on a pu travailler plein d'autres choses, mais ils ont porté leur propre projet qui les a fédérés parce que ça leur parlait. Et à partir de là, du moment où il y a un projet qui leur parle, ils s'y mettent mais à fond, et ils font juste des merveilles, ils progressent, ils s'en rendent même pas compte parce que c'est un jeu. Je voyais des questions tout à l'heure sur la gamification, bah c'est ça, ils se sont pris au jeu, et ils font des choses mais extraordinaires. C'est le jeu, la philosophie qui finalement vous paraîtrait le mieux unifier le numérique, les neurosciences et votre activité? Il faut trouver un usage en fait. On l'a beaucoup entendu ce matin. La technologie pour la technologie, ça sert à rien et on passe à côté. C'est vraiment l'usage et l'usage que eux vont en faire et comment est-ce que ça leur paraît utile, comment est-ce qu'ils vont se l'approprier. Et ils en inventent des usages tous les jours. Donc que ce soit les vidéos chat, les MOOC, les choses comme ça, il faut voir qu'est-ce qu'eux ont envie d'apprendre et à quel moment ils ont envie de l'apprendre. On l'entendait un peu dans l'école du futur, certains disaient l'école est un peu à la carte, et quelque part je la rejoins un peu parce qu'il y a des moments où on est en capacité d'apprendre certaines choses ou d'avoir envie d'apprendre ou de progresser sur certains items parce que ça va être un centre d'intérêt, ça va être un objectif d'orientation, ça va être plein de choses qui va venir d'eux-mêmes, et à partir de là, du moment où ils accrochent, ils apprennent et d'une façon mais très simple et pertinente et permanente, j'ai envie de dire. Jean-Luc, Martin, pas de remords? Martin. Ouais. Parce je vais que peut-être dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais il y a deux éléments qui ont été dits dans les intervenants précédents. Il y avait l'expression le petit matin, pas attendre le grand soir.
Moi, je suis persuadé, alors je parle de ma réalité, moi, dans enseignement privé sous contrat, on a peut-être plus une marge de manœuvre. Et moi, j'allais dire, j'attends pas que les grandes personnes au ministère, avec leurs programmes, etc., je vous rejoins, c'est complètement irréaliste. Je regardais encore avant de venir le programme de seconde. Mais ceux qui ont rédigé ça, ils ne sont pas venus dans une classe de seconde depuis peut-être plusieurs générations. Donc je me dis, moi, je suis au petit matin, c'est comment je vais faire concrètement avec mes élèves. Parce qu'on n'a pas parlé aussi de difficultés, mais je pense aux élèves qui sont dyspraxiques, dysphasiques, tout ce que vous voulez. Donc quand je parlais d'apprentissage tout à l'heure, d'évaluation, il m'arrive, par exemple, je parlais d'une chanson tout à l'heure, mais je sais qu'il y a certains élèves qui ne peuvent pas apprendre cette chanson-là. Dans ce cas-là, je vais voir avec lui, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Il va me dire, monsieur, moi je peux apprendre 3 lignes. Et bien commence par apprendre 3 lignes. Et on avance comme ça. Donc c'est aussi de partir vraiment de notre réalité de terrain, et puis d'avancer comme on peut, et après les grands de ce monde feront ce qu'ils peuvent, mais n'attendons pas. Alors, il y a Christine qui jusque-là m'avait dit non, j'ai rien à ajouter, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, qui évidemment me dit maintenant, je veux bien te dire un petit truc quand même là. Bon alors un petit truc, mais court hein. Très petit. Très petit. On est en train d'imaginer un cours en ligne qui puisse être suivi à la fois par des adultes et par des enfants. Un parcours double. Et on voudrait le faire sur les dinosaures. Avec des enfants de 6 à 9 ans, et puis leurs parents. Évidemment, le niveau d'information ne serait peut-être pas strictement le même sur les 2 parcours, mais il y aurait des activités communes. Et la place des parents, c'est ça aussi. C'est de pouvoir se retrouver avec des enfants et partager ensemble le plaisir d'apprendre. Voilà, donc c'est un projet qu'on a et on souhaite le mettre en œuvre. Si vous êtes intéressé, bienvenue. 30 secondes, bravo. Georges Lefebvre. C'est ce que vous me laissez, c'est ça? Non, je vous donne. Non, vous bénéficiez, comme vous concluez, je ne peux pas vous arrêter. Théoriquement, je ne dois pas reprendre la parole derrière vous. Je dis bien théoriquement, vous me connaissez. Donc, qu'est-ce que vous ont inspiré les réflexions que vous avez entendues, les diverses expériences qui ont pu être présentées dans cette table ronde? Je me garderais bien de vouloir faire une espèce de synthèse, comme vous m'y invitez. Plutôt, de quelques réactions. La première, je reviens sur la question de la famille. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un sujet qui est central. Et l'école ne peut pas faire abstraction de la famille. Ce qui me fait réagir extrêmement positivement à ce que vous avez dit, madame. Je crois que, et notamment pour les enfants qui sont en difficulté dans leur famille, l'un des moyens, ça peut être de s'adresser à la fois à l'enfant et à la famille. Par contre, je ne crois pas au déterminisme familial. Il y a des écarts qui peuvent être extrêmement importants. Je pense que ça passe par le partage de ce que vous appelez, monsieur, les essentiels. Et ces essentiels, ils sont beaucoup plus que me semble-t-il, je dis peut-être des grandes bêtises, mais c'est ce que je ressens, dans la connaissance elle-même, parce que par exemple les outils numériques aujourd'hui sont un formidable lieu de connaissance. Vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez y chercher. Par contre, ce qui exige peut-être encore, ce qui a plus d'exigence pour ces outils-là, c'est la capacité, je dirais, à les utiliser, ou à la capacité d'abstraction pour le faire. C'est pas le tout d'avoir une montagne de connaissances si on ne sait pas où chercher, ni comment chercher, finalement, ni comment s'approprier les choses. On n'a pas beaucoup progressé. Et pour moi, ça fait partie des essentiels. Et là, je crois que vraiment, on est au cœur de la mission de l'école. Et là, elle peut s'adresser, quelles que soient les origines familiales. Je pense qu'il n'y a pas, pour le coup, de déterminisme en disant, certes. Alors certains aujourd'hui l'ont par nature, parce que dans leur famille, les outils sont en place, on sait les apprendre à l'utiliser. Dans d'autres pas. Et on voit bien les écarts d'utilisation qu'il y en a derrière. Je pense que l'une des missions, pour moi, demain de l'école, puisqu'on évoquait ça, c'est comment on donne à chacun ses essentiels, c'est-à-dire le moyen d'aller chercher la connaissance là où elle existe, parce qu'aujourd'hui, on sait la mobiliser. Et finalement, la meilleure phrase sur l'école de demain, où j'ai trouvé, c'est celle du partage, où finalement l'enseignant et puis l'élève, ils ont chacun à apporter, qu'il faut qu'on essaye de le partager ensemble. Après, on a des outils, ce n'est jamais que des outils, il ne faut pas raisonner, c'est plus les usages qui comptent que les outils eux-mêmes. Voilà, c'est pas une conclusion, mais c'en est une, voilà. En tout cas c'est une ouverture. Merci beaucoup Georges. Il veut la conclusion de la conclusion, parce que Jean-Luc Berthier, on essaye de l'arrêter, vous voyez. Excusez-moi, mais je ne peux pas laisser faire. Je n'ai jamais parlé de déterminisme. Je dis que les familles n'ont pas à jouer le rôle de pédagogue bis.
Voilà. Et il faut que le système scolaire soit organisé pour que la famille joue un autre rôle. Mais bien entendu qu'elle a... Voilà. Mais on ne peut pas nier quand même que l'origine culturelle est un déterminant et important sur l'avenir et le parcours de l'école. On est bien d'accord. Et comment je fais maintenant? Je donne la parole à Georges Lefebvre pour faire la conclusion de la conclusion de la conclusion? Comment je fais, moi? Bon, en tout cas, je remercie les orateurs et les oratrices d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Vous allez maintenant vous disperser, je crois, dans des ateliers pratiques. Donc, bon courage, bonne continuation, et j'ai été très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Un grand merci à Fabrice Dalméda, à Christine Vaufray, Jean-Luc Berthier, Martin Chatagnon, Georges Lefebvre et Stéphanie Osmond.